Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Bonjour amis auditeurs, merci de nous retrouver. C'est parti pour un nouveau Café Presse politique et il va être riche aujourd'hui avec nos habitués Abed Sherif, Qadi Hussein, bonjour. Saïd Jafar, bonjour. Akram Kharif qui nous a rejoint aujourd'hui. Bonjour. Et Adlan Mehdi. Bonjour. Bonjour messieurs, l'actualité a été chaude. On va en parler. On va consacrer d'ailleurs toute l'émission aujourd'hui au départ de Médiane et se projeter, en tout cas je l'espère, en deuxième partie sur l'avenir. Je vais vous demander en un mot comment est-ce que vous allez qualifier, comment vous avez qualifié le départ du général Toufiq Médiane, le puissant dirigeant des services secrets pendant 25 ans. Adlan Mehdi. Comme ça, rapidement, En un mot. une fausse fin d'époque, beaucoup plus, contrairement à ce qu'a titré la presse. Akram. Inespéré et inattendu à la fois. C'est intéressant ça, inattendu. Disons, une lointaine conclusion de la sortie de Saadani. Tardif. Une simple évolution du système. C'est très bien parce qu'on a là apparemment des avis qui ne vont pas dans le même sens, contradictoires. On a dit ici, autour de cette table, que ce processus allait finir comme ça. Qui l'eût cru? Au CPP, en tout cas, certains l'ont cru, dont Abed Sherif. Il n'empêche, le dessin, on le voyait venir, ça reste quand même insoluble. Alors la première question qui me vient à l'esprit, comme ça tout de suite, c'est: est-ce un processus normal dans la vie politique et institutionnelle d'un pays? Je vais vous dire, hein, moi j'arrive dans ce CPP un peu exacerbé parce que les réactions que j'ai eues, auxquelles je me suis confronté cette semaine, ce sont des réactions de gens qui sont venus nous expliquer, en partie, qui sont venus nous expliquer que finalement tout ça est concerté, que ça continue, que le système dès le début avait la clé, et que le DRS est resté puissant jusqu'à la fin et qu'il a négocié son départ. Moi, j'étais militant quand Toufiq est arrivé aux affaires. En 90, j'étais militant. Donc, je me suis confronté au DRS tel qu'il est devenu dans une posture de militant d'abord, avant de redevenir un analyste politique, journaliste, du point de vue journalistique. Il y a un mythe de Toufiq qui, finalement, je me rends compte, il est excessivement puissant. Même quand ce type... il lui arrive ce qui vient de lui arriver, et on savait, et on le répétait ici, on était plusieurs à le répéter au CPP, qu'il était démonisé, qu'il était en fin de parcours, qu'il allait partir, et qu'il aurait dû partir, d'ailleurs, c'est ce que j'ai signé, dès la réélection de Bouteflika au 4e mandat. Il continue à être porté par un mythe selon lequel il est resté puissant, il a négocié son départ, il a aménagé le service avant de partir, il a restitué le service dans l'état où il a trouvé pour que celui qui allait lui succéder n'allait pas en profiter comme lui en a profité, parce que c'est vrai qu'il a hypertrophié le DRS. Il faut arrêter avec ça. Toufiq a joué et perdu. Et il a perdu progressivement, coup après coup. Il a fait une enquête très libre qui est allée bien au-delà de ce qui était prévu. Il a vexé le président de la République. Il a vexé, il était dans son rôle, il a bien fait. C'est une des rares choses qu'il a bien faites. Il n'était pas chaud pour le 4e mandat parce qu'il fait de la lecture politique. Il est plus intelligent que Gaël Salah. Il ne voulait pas le 4e mandat. Et il est devenu en odeur de sainteté avec le camp présidentiel qui l'a liquidé. Il a pris le temps qu'il fallait pour le liquider. Voilà. Mais qu'on vient nous expliquer qu'il a négocié son départ au moindre détail, etc., moi, ça ne me sort pas les oreilles. Il a été vidé, tout simplement. Abed, tu n'es pas d'accord? Non, la fatwa de Hussein est définitive. Mais bon, elle est... Toufiq est puissant, est très puissant. De la puissance de... Il est plus puissant que lui-même, voilà. Non, je pense que la manière dont on aborde le personnage est essentielle. Toufiq n'a pas bâti un pouvoir pour lui. Toufiq est un enfant de quelque chose qui s'appelle le MALC, sécurité militaire, DRS. C'est quelqu'un qui a passé toute cette vie dans ce monde-là. Il a travaillé toute sa vie pour cette organisation, pour ce système-là. Donc, se dire qu'il a fait des choses pour lui, pour ses proches, pour ses copains, pour son clan, à mon avis, c'est une erreur. Il croit à ça. Il y a des gens qui sont nés dans des systèmes auxquels ils se sacrifient complètement. Lui en fait partie.
Maintenant, il a organisé une espèce de roman d'espionnage autour de sa carrière. Bon, ça faisait partie du jeu. Aujourd'hui, je vais rompre définitivement avec Ihsan. La sortie de Tawfiq est un acte ultime pour sauvegarder le système. Il n'a pas négocié son départ, il l'a organisé. Ce qu'il veut, c'est la sauvegarde du système. Et on va se rendre compte dans les mois qui viennent, parce qu'on a l'impression que le DRS a été démantelé, et que beaucoup de choses se sont faites, etc. En réalité, des pouvoirs formels et informels qui étaient exercés par le DRS vont être transférés ailleurs, dans des institutions moins légitimes, plus opaques, et on va vivre avec ça. On va en reparler. Il a organisé sa succession. Est-ce que ça veut dire qu'il a organisé jusqu'à Tartag? C'est-à-dire, est-ce qu'il savait, est-ce qu'il a vu venir Tartag le remplacer? Ça me semble évident. Bon, moi j'arrive pas. On est obligé de faire des rappels quand même. La sortie de Ammar Saadani n'est pas une sortie anodine. C'est un personnage proche qui est entre Bouteflika et Gaïd Salah, qui vient, qui passe sur un journal et qui fait un procès en règle de Tawfiq et qui lui agence toute une série d'échecs énormes, hein, Tigantourin, Boudiaf, Ben Hamouda, Bouteflika, et on arrive au bout de 2 ou 3 ans après, il s'en va. On ne peut pas dire qu'il a peut-être négocié son départ à partir de ce moment-là, mais c'est ce moment-là où le général Tawfiq était terminé. C'est-à-dire, quand Ammar Saadani tire sur Tawfiq, il n'y a pas de réaction. Le ministère de la Défense, qui est théoriquement l'autorité, la tutelle du DRS, ne dépose pas de plainte pour diffamation, etc. Donc, les choses sont réglées, au moins à l'intérieur de l'appareil, du système, c'est clair. Par contre, moi, je pense que ce discours-là qui se développe, il est impossible qu'il soit parti, qu'il soit limogé, fait partie de ce poids tellement puissant qu'a exercé le DRS, au point où les gens n'arrivent pas à penser sans lui. Et c'est quelque chose, on devrait inviter tout le monde, les gens, à penser hors du DRS. Il y a une autre vie après le DRS, et les gens doivent s'émanciper intellectuellement et mentalement de ça. Non, mais quand on parle du mythe de Tawfiq ou du mythe du DRS, on sait aussi, ça s'est construit de cette manière, face à des vides et à des incompétences, à beaucoup de choses qui étaient de l'autre côté. Je parle du civil, je parle de la société civile, peut-être. Il y a toute une partie de l'opposition qui essaie d'expliquer même une mauvaise météo par les volontés de tout faire. On est rentré dans ce conditionnement-là qui est très dangereux et qui a joué le jeu de cette structure. Bon, on parle de structure mythique. Le problème, c'est que pour comprendre, est-ce qu'il a vraiment organisé son départ? Est-ce qu'il s'est adapté aux attaques du clan présidentiel ou de Gaïd Salah? Ça, il faut en discuter après. C'est très compliqué parce qu'on ne connaît pas comment ça fonctionne à l'intérieur. Quand on essaie de poser des questions, on essaie de réfléchir autour de ça. Moi, quand j'ai écrit la vie de Tawfiq, je l'ai écrit dans un roman. Je ne pouvais pas l'écrire de manière normale parce qu'on n'a pas les moyens de comprendre ce départ. Ce départ, ce limogeage, cette mise à la retraite, ce départ organisé, cette téléportation vers une autre dimension. Il y a même ceux qui disent attention, il va revenir à la présidence comme coordinateur général des services. Bon, les gens vont continuer dans les lancers de ce mythe. Par contre, moi, je me pose la question, on s'est dit que le 4e mandat est déjà en soi, tu disais tout à l'heure, est-ce que c'est normal, la situation et tout. Déjà, on est dans une situation anormale. On est en train de gérer une impossibilité mathématique et physique. Un président qui gère ou qui ne gère pas, une opacité, etc. On ne sait même pas si c'est lui qui signe les décrets ou pas. Une partie des décrets ont même été signés dans une caserne française. On avait un équilibre très fragile entre les trois. On avait Bouteflika qui gérait l'équilibre de terreur entre Medienne et Gaïd. Et on voit le départ de Medienne. Est-ce que ça veut dire pour autant que les services n'ont plus la même puissance? Moi, j'en doute. Les pays qui n'ont pas construit de démocratie ont besoin d'appareils répressifs.
Je suis désolé. On peut parler de ce discours de l'état civil, etc. Mais moi, si je veux faire monter une association, je suis obligé de passer par une enquête de la gendarmerie. On est dans un régime qui a besoin de la police politique. On va en reparler tout à l'heure en deuxième partie pour voir comment est-ce que les choses évoluent, mais on va quand même essayer d'aller un petit peu plus au fond des choses. J'ai dit, Abed pense que effectivement, à la différence de Ihsan, que c'était préparé, qu'il a préparé son départ. Mais alors, ma question c'est, pourquoi Tartag? Non. Le retour, pourquoi Tartag? Et est-ce que ça faisait partie des Akram? Est-ce que ça faisait partie de ce qui avait été le pourquoi de la nomination de Tartag en remplacement au général Tofek semble très logique. C'est quelqu'un qui est de la maison, donc qui a des compétences pour agir en tant que chef DRS. C'est aussi quelqu'un qui a activé, qui a travaillé comme conseiller à la présidence, donc qui est de facto proche du président. Qui était à la retraite. Qui était à la retraite, bon, c'est soi-disant un civil. De Tofek. Exactement, donc, qui était très proche de Tofek, je ne sais pas, je ne pourrais pas parier sur ça. Je ne pourrais pas parier sur ça, parce que beaucoup de personnes disent que Tartag avait trahi Tofek en s'alliant avec le clan présidentiel. Des gens le disent, des gens en sont convaincus. D'autres vous diront qu'au sein du DRS, on ne trahit pas. On ne trahit pas. Exactement. D'ailleurs, on l'a vu. Juste une parenthèse. Les gens collent à la hiérarchie du DRS un type de rapport que les gens ordinaires ils ont avec les autres. C'est de l'anthropomorphisme. C'est pas le cas. Tartag ne trahit pas Tofek ou là il est fidèle à Tofek. Tartag est fidèle à la maison. À son poste. Tofek est fidèle à la maison. C'est ça ce qui les unit. En plus, il y a autre chose qui les unit, qui est important, c'est les années 90 aussi. Si je résume bien, Abed Sharif considère que partout on est dans l'informel, sauf le DRS, c'est assez institutionnel. Sauf l'armée. C'est un problème de... on est dans l'informel. C'est même pas institutionnel. C'est pas institutionnel. Il y en a pas. Regarde. Quand il réfléchit en esprit DRS, c'est quand même institutionnel. Attendez, parce qu'Akram n'a pas fini. Justement, je voulais qu'on aille un petit peu plus au fond des choses. Et là où je ne suis pas forcément d'accord avec l'analyse de Abed sur le fait que Tofek serait parti pour préserver le système. Moi, je pense que Tofek est parti plutôt pour précipiter la fin de ce système. Parce que ce système existe et se reposait jusqu'à maintenant sur 3 pieds. Sur 2 pieds, maintenant, il est bancal. Et il risque vraiment de s'écrouler. Donc, je ne suis pas tout à fait d'accord sur... Ça se serait fait en concertation avec le président Je ne pense... selon les infos que j'ai eues, le général Tofek a été informé de sa mise à la retraite. Donc, ce n'est pas son choix et il n'a pas quitté. Est-ce qu'il n'a pas vu venir, justement? Est-ce que Tofek n'a pas pu venir? Il y a eu Hassan en prison, il y a eu avant Bien sûr qu'il a vu venir, bien sûr. Il ne fait que subir, il fait que morfler. Oui, bien sûr qu'il avait venir. Il a été décoré quand? Tofek. Bon, c'était quoi cette décoration? C'était une mise à la retraite. Voilà. Donc, c'est pas possible que quelqu'un qui avait le pouvoir de Tofek ne voit pas venir ou ne soit pas informé. Ça peut pas se faire, c'est impossible. Bon, alors, juste une parenthèse, parce que ça va être important pour la suite. Le général Tartag... on rappelle un peu de factuel, on est des journalistes, c'est une émission de journalistes, on décrypte l'actualité. Il a été placardisé. Après 1999, à l'arrivée de Bouteflika, il était inassumable. Il était sur tous les sites qui dénonçaient le cauchemar de Ben Aknoun, tortionnaire en chef, machine à faire disparaître les gens, etc. C'est ce qui lui colle. Bien. Il est revenu, qui l'a remis en lice? C'est, on va dire, la présidence avec l'assentiment, à ce moment-là encore, du général Tofek. Il est resté à la tête du DSI combien de temps?
après Tigran Touré. Il restait 6 mois, 7 mois. Moins d'un an. Moins d'1 an. Et il a été mis à la retraite par Toufiq. Comment vous présentez aujourd'hui Tartag comme étant le successeur choisi par Toufiq? Il a été récupéré à la présidence et c'est lui qui a été, c'est lui qui a aiguillonné, c'est lui qui a piloté l'opération à l'état-major, ensuite à la présidence, c'est bien de le rappeler, et ça s'est fait contre le général Toufiq. Il faut arrêter avec ça. Parce qu'il est des faits, c'est du factuel. Donc, à ce rythme-là, dans 3 mois, le général Toufiq va se retrouver en prison et Abdel va nous expliquer qu'il a organisé son incarcération. Non, c'est toi qui vas te retrouver en prison, pas Toufiq, à mon avis. Écoute, je vais parler du départ de quelqu'un d'autre, ça n'a rien à voir. Fin des années 80, on voit le fils arriver. Le président Chadli Bejdid sent que l'armée doit se réorganiser autrement. Khaled Nazar est chef d'état-major. Il lui demande de lui faire une proposition de réorganisation. Khaled Nazar fait une proposition, type armée irakienne, etc. Yamin Zeroual, qui était le subalterne de Khaled Nazar, entend parler de cette histoire. Il voit Chadli. Il lui dit, écoute, je crois que ça ne peut pas marcher. Chadli lui dit, tu vas voir Khaled Nazar et vous discutez. Et enfin, on a peut-être. Zeroual était partisan d'une armée plus légère, plus mobile, etc. Enfin, il anticipait la lutte antiterroriste presque. Que fait Zeroual? Il démissionne. Il veut pas affronter. Il n'a pas de rivalité. Il considère qu'il n'a pas de rivalité ou d'affrontement à voir avec Nazar. Nazar, c'est son supérieur hiérarchique. Il est sur la mauvaise piste. Zeroual va ambassadeur en Roumanie. Ça n'empêche pas Nazar de le ramener plus tard et d'en faire un président. Donc, les relations fonctionnelles dans ce monde-là sont différentes de ce que nous voyons. Il faut admettre ça et ça peut peut-être faciliter l'analyse. Est-ce que vous pensez que l'héritage des années 90 a plus pesé par rapport à la corruption dans ce qui s'est passé? Est-ce que l'héritage des années 90 a pesé davantage que la corruption? L'héritage des années 90 aurait dû peser. Il pesait au début dans le rapport de force. Quand Bouteflika est arrivé, il tenait en laisse l'armée, parce qu'une grande partie de l'armée était potentiellement bonne pour aller devant le TPI à La Haye, notamment les services de sécurité. Donc il était en position de force. Le 11 septembre a changé cette donne, parce que les Américains se sont mis à faire la même chose que nos généraux dans la lutte contre le terrorisme, voire pire. Guantanamo, Abu Ghraib en Irak, etc. Et donc ce qui était un atout du président Bouteflika contre l'armée qu'il arrivait à tenir en laisse est tombée. Et depuis, on n'a jamais retrouvé cette situation. Donc ça a cessé d'être un paramètre. C'est dommage d'ailleurs. La corruption a compté beaucoup plus. Les enquêtes du DRS, à mon avis, ont beaucoup plus altéré la relation entre... Aujourd'hui, dans la disparition du DRS en tant que tel, dans la disparition de ces hommes. Mais il n'y a plus de corruption en Algérie, c'est terminé. Il n'y a plus matière à enquêter. En fait, on n'est pas très... dire que le DRS a disparu, c'est quand même... on va en reparler, parce que la question, c'est de savoir après, c'est ce qui va se passer maintenant. Mais cette question est importante quand même. Est-ce que vous pensez que le dossier des 90, le dossier ou l'héritage des années 90 a réellement pesé plus que la corruption? Parce que concrètement, aujourd'hui, sur le départ de Toufiq, sur le départ de Hassan, sur le Hassan en prison... Parce que, attends, excuse-moi. Parce que la question, c'est que ce qui est plus d'actualité aujourd'hui, c'est plus la corruption. La corruption et toutes les affaires auxquelles on a assisté auraient pu suffire pour faire tomber un gouvernement, pour faire tomber un président. Ça n'a pas été le cas. L'héritage, les années 90, c'est quand même derrière. Donc la question, c'est que pour essayer de comprendre encore ce qui s'est passé et comment se fait-il que le général Toufiq et que tout soit mis à l'écart comme ça, est-ce que vous pensez réellement que c'est ça, que le problème, pour comprendre la situation, est là? Non, il faut noter que le système... Deux mots, si on avait... Juste rapidement. Il faut noter que dans la même semaine, le système a soldé un dossier qui pesait très lourd sur les services de sécurité. L'affaire Msili et l'affaire de Relizane,
On a appris que les Français, dans ces deux cas, bottaient en touche. Les Français sauvent. Hein, voilà. Ce sont les Français qui soldent. Voilà, solde deux dossiers qui incriminent les services de sécurité, peut-être plus directement dans l'affaire Msili que dans l'affaire de Relizane, où c'est une milice qui est impliquée. Donc le service a continué à travailler, à nettoyer les années 90 dans les placards. Ça, c'est clair. Non, mais même la restructuration ou la restructuration au démembrement, parce qu'il faut marcher sur deux paradigmes, eux-mêmes, ça a servi plus à nettoyer la scène du crime. Parce que quand on démembre les services, quand on remet la DCSA là où elle était, à l'intérieur de l'armée, le CPMI, où il y avait Tartag avant, le CPMI faisait partie de la DCSA. Qui n'est pas un centre médical, contrairement à ce qu'on peut penser. Non, c'est des choses voilà, c'est très bon. Et les CTRI, donc tous les services secrets, ou tous les services secrets militaires qui étaient dans la lutte antiterroriste, là où il y a eu dépassement, violation de droits de l'homme, torture, liquidation physique, etc., pendant les années 90. Tout ça a été remis à sa place après le grand rassemblement des années 90, quand il faisait partie du même service, et on a nettoyé la scène du crime. Maintenant, il n'y a plus d'indices. Maintenant, même s'il y a un enquêteur qui voudrait enquêter, il n'y a plus rien. Le Hassan est en prison, la DCSA est à l'état-major, le général Toufek, il est chez lui, il s'occupe de ses petits-enfants. On a soldé de manière très brutale, j'ai trouvé ces dernières 2 années, ce qui s'est passé dans les années 90. Et peut-être qu'on nommera 1 ou 2 pour une future transition. On aura il y aura un bouc émissaire quelque part, on va trouver un général ou quelqu'un, on va le donner en pâture comme ça aux gens. Comme il y a une ZAR pour 88, il y aura Hassan pour les années 90. Ils trouveront toujours quelqu'un pour l'égorger. Sur le plan interne, il n'y a plus de risque. La loi sur l'amnistie interdit de fait les poursuites. Donc, à l'international, les menaces ne sont pas particulièrement pesantes. Peut-être quelques personnes sont sous menace, mais ils ne prendront pas le risque de voyager. Donc, de ce côté-là, c'est pareil. Et si je reviens sur la carrière de Toufik, moi, je note la restructuration ou le démembrement. En fait, on va essayer d'éviter d'utiliser ces mots. Qu'est-ce qui se passe? On a un pays qui se trouve avec un système, c'est un appareil militaire et sécuritaire qui était en place dans les années sanglantes du terrorisme. Le terrorisme est fini depuis 15 ans, disons fini entre guillemets depuis 15 ans. On se rend compte que ce dispositif devient un fardeau pour le pays, pour le pouvoir, pour le régime, pour tout le monde. Donc, ils essayent de s'organiser autrement. Comment? C'est la grande question qui va venir. La deuxième chose que je note, à mon avis, l'intelligence de Toufik, le point sur lequel il a joué à perfection, il a réussi l'alliance état-major DRS pendant 20 ans. Personne ne l'a réussi avant. Il faut se rappeler que Boumediene a pris le pouvoir à la tête de l'état-major, on évacue un Boussouf. Avec l'état-major, il a éjecté Ben Bella. Chedli, d'accord, tu vas dire ce qu'il y a, c'est pas par des gestes, tu vas dire. Chedli a essayé de limiter le pouvoir des services. Il a réhabilité l'état-major, il ne faut pas l'oublier, lequel état-major, en alliance avec le DRS, a éjecté Chedli ensuite. Et il n'y a pas eu l'ombre d'un conflit entre état-major et DRS pendant 20 ans. C'est là que ça a été limpide. On a commencé à parler de problèmes au sein du pouvoir quand on a commencé à parler de clivage entre DRS et état-major. Bon, c'est le constat que je fais. C'est juste. Comment ça a joué? C'est juste, mais le modèle, à mon avis, c'est pas la performance nécessairement de Toufik d'avoir évité qu'il y ait des clivages entre l'état-major et... C'est le système politique qui le permet ou ne le permet pas. En fait, le modèle économique, le modèle politique algérien, c'est un modèle où on obéit à un chef qui est le chef de l'État, qui n'est même pas le chef de l'armée. Il se trouve que le chef d'État est aussi le chef de l'armée compte tenu de l'histoire de la guerre de libération nationale, de ce qui s'est passé, etc. Bien. Et de l'été 62, diront les partisans du GPRA.
Les moments exceptionnels, c'est les moments où on s'écarte de cette obéissance au chef. Il y a eu des moments où on est écarté. Zerwal, à la fin de son mandat, enfin, il n'y avait plus de président. L'armée pesait plus que lui. Il y avait plusieurs centres de chefs. Aujourd'hui, je dirais qu'on est revenu à une situation normale. Il y a un chef et tout le monde s'aligne derrière. Le chef, c'est Bouteflika. C'était le cas depuis longtemps. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que c'était tardif. L'alignement était tardif. Mais le chef, depuis un bon moment, compte tenu des conditions exceptionnelles des années 90, il n'y avait plus de raison que cette multipolarité se termine. J'ajouterais que Tawfiq a joué un rôle quand il y avait un chef puissant de l'ANP, de l'état-major. Quand il y avait Nzar, Tawfiq était dans son, il arrivait à jouer son rôle correctement parce qu'il y avait un vrai chef de l'armée. Quand il y avait l'Ammari, c'était aussi le cas. Même si à la fin de la période de l'Ammari, Tawfiq a, entre guillemets, peut-être trahi l'Ammari en soutenant le deuxième mandat de Bouteflika, alors que l'Ammari était contre le deuxième mandat. Mais ce clivage état-major DRS, il a fonctionné quand l'armée avait un vrai chef. Le génie, entre guillemets, tacticien de Bouteflika, c'est d'avoir mis Gaïd Salah à la tête d'état-major et donc d'avoir affaibli l'armée qui n'avait plus de chef, de vrai chef. Mais quand même la question va peut-être te paraître absurde, mais d'où il tient sa force? Je ne parle même pas de sa maladie. Aujourd'hui, d'où il tient sa force pour mettre à genoux de son statut de président de la République et commandant des armées. C'est un statut qui est plus grand que lui, qui est plus grand que quiconque. Et c'est ce qui fait que lui peut, par décret, nommer et mettre à la retraite qui il veut en Algérie. Sans qu'il y ait de conséquences. Bien sûr. Bien sûr. Nous sommes dans un pays où le système des services de sécurité est organisé comme tel, c'est-à-dire on sait bien que les services de renseignement étaient partout. Du jour au lendemain, dire comme ça, simplement que le président a tous les pouvoirs parce qu'il est chef de l'État et chef de l'armée, est-ce que ça suffit quand même comme argument pour essayer si on prend les choses qui se passent, c'est qu'aujourd'hui, regardons ce qui a l'apparente scène politique. Personne ne parle de ce que disent la CNLTD ou même de ce que dit Ibn Flis. Ça veut dire que la politique se déroule là où ça se passe. La politique n'existe pas ailleurs. La politique, c'est le chef d'état-major, c'est le DRS, c'est Bouteflika, ça se déroule que là. Et le pays est en dehors. Ce n'est que dans le système. Et à ce moment-là, il y a réellement une alliance de fait entre Bouteflika et Gaïd Salah contre les services, non pas pour les éliminer ou les hop, mais pour le faire rentrer dans le rang. Aujourd'hui, on peut dire formellement, les services rentrent dans le rang au sens militaire du terme. Le reste, demain, ce que ça sera, c'est une autre histoire. Et ça se déroule là. La politique en Algérie, c'est là. Et on peut même pousser plus loin. Même les affectations des ressources, de l'argent, se décideront là. C'est là où se déroule la politique. Mais où? Et c'est malheureux. Attends, mais ça va se passer où? À mon avis, c'est la grande question dans celui qui distribue la publicité à la presse. On savait où ça se passait. Ça serait organisé. Maintenant, ça va aller où? On va en parler en deuxième partie, mais quand même une dernière question, et je m'adresse à toi, Akram. Les services de sécurité sont complètement détachés de l'armée aujourd'hui. Rattachés à l'armée, complètement rattachés à l'armée aujourd'hui. Ils sont rattachés. Il reste quelques structures comme la sécurité intérieure et les archives et quelques autres services qui ne sont pas sous tutelle du chef d'état-major, mais qui sont sous tutelle du chef DRS. En fait, c'est inédit. Non, du tout. Dans l'histoire de l'Algérie, c'est inédit. Où le président a réellement eu... Formellement, si on revient à la réalité des choses et à la réalité de l'organigramme, c'est-à-dire si on revient à un cadre institutionnel, cher à Abd Sherif, on a l'état-major, le FOC. Au-delà de l'état-major, on a le président chef des armées, donc président-chef des armées, le chef d'état-major, et après on a ce qu'on appelle les armes. Donc on a l'infanterie, les forces terrestres, les forces aériennes, la gendarmerie et le DRS. Le DRS fait partie de l'état-major déjà. Ce qui s'est passé, c'est l'hypertrophie, l'hyperpuissance par défaut de tout faire les années 90 qui a créé à l'intérieur même de l'armée cette structure qui s'est agrandie, qui a pris beaucoup d'indépendance pour des raisons que ce soit opérationnelles ou qui ont trait à la personnalité de comment il s'appelle, du chef, et vis-à-vis de ce qui se passe avec ses collaborateurs, avec son interlocuteur. Et sur la relation avec les gens et sur la manière de Bouteflika
Bouteflika a la décision comme chef des armées. Mais Bouteflika a aussi l'art de l'intrigue. Bouteflika est très fort sur ça. En 2003, il avait demandé à Mohamed Lamari de lui proposer comme ça un nouveau schéma de réorganisation des services secrets. Lamari fait ça, lui donne le schéma. Bouteflika convoque Toufiq en lui disant « Regarde, Mohamed Lamari veut t'enlever. Oui. » Il a créé déjà des tensions qui existaient déjà. Donc il y a aussi ce jeu d'opacité hors institution qui est très fort entre eux et qui est hors cadre de lecture. C'est ça qui complique les choses. Mais juste pour bien comprendre les choses, les premiers indices d'une volonté de restructuration du DRS ont commencé en 1998. C'était le général Kamal Abdelrahim qui avait entamé cette réforme. Et à l'époque, cette réforme allait donner ce que le nouveau DRS, ce à quoi il ressemble aujourd'hui. Donc le projet, ça conforte ce que disait Abd dans le sens où ce monstre DRS monstrueux, et omnipotent, hyper puissant, est l'enfant de la conjoncture. La lutte antiterroriste a imposé un mode politique et un mode opérationnel qui fait que c'est le DRS qui avait l'ingénierie pour manipuler les APC et c'est pas, le gendarme ne sait pas faire élire un président d'APC. Ouais. Donc, et avec le temps, maintenant on revient à une situation qui est plus normale. Comment continuer à manipuler tout un pays avec des institutions a priori normales? C'est ça la question. On va en parler dans un petit moment. Tu penses que la passation de consignes s'est faite de manière sereine, quand ce qui concerne notamment les dossiers secrets, les dossiers importants et tout? Parce que j'écoutais hier Brahimi justement, il n'a pas parlé d'armes, de détention d'armes par rapport au général Hassan, mais bien d'information, de restriction d'information. Donc je pose la question, est-ce que tu penses que la passation de consigne s'est faite normalement, sereinement? Elle a dû se faire, elle a dû se faire dans les conditions qui étaient possibles. Par essence, un nombre du renseignement restreint des Il y a une autre passation de consigne, on en parlait avec Akram tout à l'heure. Elle s'est passée il y a quelques semaines quand le directeur du renseignement national américain était à Alger jeudi pour une visite éclair. C'est là où il y a eu la véritable passation de consigne entre Tartag et Toufiq. Ou entre Toufiq et Tartag plutôt, pour être précis. C'est extraordinaire ce le DRS ne fait pas de la lutte antiterroriste qu'en Algérie. On a de la coopération énormément avec les Américains depuis 2001, comme l'a rappelé Qadi Hassan tout à l'heure. Le DRS travaille aussi avec les autres services de la région. C'est une autre question aussi pour savoir comment ça va évoluer sur ce plan-là. Bon, une petite pause et on revient tout de suite après. Cette fois, on va parler d'avenir. À tout de suite. Alors c'est reparti pour une nouvelle demi-heure du Café Presse politique. On va s'interroger maintenant sur ce gros pouvoir que détient le président, Abdelaziz Bouteflika. Est-ce que la purge, c'est fini, c'est terminé pour vous, ou est-ce que d'autres vont faire les frais? Adlène. Je partageais cette idée du pouvoir du président Bouteflika. On parlera beaucoup plus du clan de la Zeralda, parce qu'on ne dit plus le Mouradia, c'est plus à la mode de dire maintenant Zeralda pour mieux préciser les choses et la situation complètement ubuesque, parce que c'est une résidence médicalisée, apparemment il y en a 2, etc. Moi je ne crois pas à une sorte de pouvoir, il y a un pouvoir par défaut. Quand on n'a pas d'institution, on n'a pas un fonctionnement normal, c'est sûr que celui qui a le plus de textes et de bras armés autour de lui émerge comme étant celui qui a le pouvoir. Le président Bouteflika, son clan, son frère, les gens autour de lui, plus d'autres puissances étrangères comme les Français. On ne sait pas exactement quelle est cette étendue du pouvoir, mais je ne crois pas que ça a trop changé dans le système à l'intérieur, même si on parle de cet affaiblissement du DRS, parce que le pouvoir est géré par celui qui a la force. Et pour le moment, Bouteflika est appuyé sur son bras armé, qui est le général de corps d'armée Gaïd Salah. L'équilibre, pour le moment, il est là. La force du pouvoir, elle est concentrée entre ces deux gros pôles. Qu'est-ce qu'ils vont en faire là, dans l'immédiat? Bon, déjà, je ne suis pas tout à fait d'accord sur le terme purge, parce que quand on dit purge, on dit envoyer toute une génération
en dehors de l'institution. Il y a eu une purge au début du règne Bouteflika, au sein de l'armée, où c'est toute une génération qui est partie. Mais aujourd'hui, on voit qu'il y a peu de gens qui sont mutés, dégommés, mis à la retraite. Donc les institutions ne sont peut-être plus les mêmes, mais le personnel a été maintenu plus ou moins dans ses mêmes fonctions et dans ses mêmes attributions. Donc je parlerai plus de restructuration. Et il me semble que cette restructuration va encore se poursuivre. Elle va encore toucher d'autres départements au sein de l'armée et du DRS et même des forces de sécurité, hein, même probablement de la police et des autres corps. Et c'est logique et nécessaire, puisqu'il y a changement de commandement, il y a changement de tête, c'est normal qu'il y ait restructuration interne et que ça descende vers le bas. Donc, oui. Abed. Écoute, on reste un peu figé sur l'état actuel et sur la vitrine actuelle du pouvoir qui était Bouteflika, Gaïd Salah, Mediane. De mon point de vue, ce qui se passe en Algérie aujourd'hui et depuis un certain temps, c'est le pouvoir qui va gérer l'Algérie dans les 15 prochaines années qui est en train de se mettre en place. Dans cette optique-là, Gaïd Salah et Bouteflika n'existent plus. Donc ce sont de nouveaux généraux, de nouvelles générations qui n'ont pas fait la guerre de libération, donc qui ont un profil différent. C'est ce pouvoir-là qui est en train de se mettre en place. Tu veux dire que Bouteflika est en train d'organiser sa succession? C'est une thèse. En fait, c'est une triple succession, hein, là, je l'ai toujours dit. Les trois devront partir. Ils vont biologiquement, enfin, ça se règle techniquement ou biologiquement. Ça y est, il est impossible, il est absurde de dire que Bouteflika dirige le pays aujourd'hui. C'est une impossibilité physique. Il organise sa succession. Il s'occupe de ce qui est essentiel. Dans sa tête, ce qui est essentiel, c'est la postérité. C'est tout ce qui l'intéresse. Il y a des gens sur lesquels l'argent, les plaisirs de la vie n'ont pas prise. On en connaît dans cette génération qui a fait la guerre de libération. Il y a des gens qui ont plus de grandeur, donc il y en a qui en ont moins. Tu suggères que Bouteflika en fait partie, c'est ça? Il y en a qui ont plus de grandeur, il y en a qui en ont moins, j'ai bien dit. Donc il y a un nouveau pouvoir qui se place. Ce pouvoir qui se place, ce que je constate, c'est que ceux qui collent le mieux à lui, c'est les haddad, c'est l'argent informel, c'est les nouvelles directions du FLN, du RND, etc. C'est ce pouvoir-là qui est en train de s'installer. C'est là que ça se joue. Bouteflika, Gaïd Salah, Toufiq, c'est fini. C'est un impératif de fonctionnement technique. Toufiq part pour un impératif de fonctionnement technique. Je vais utiliser une image toute bête. Toufiq, c'est l'ère du Telex. Aujourd'hui, un Telex s'est périmé, s'est dépassé. Ça y est. On passe à autre chose. Quitte à passer pour un passéiste, pour moi, ce qui se passe, c'est c'est un recentrage du régime tel qu'il a été. On a un régime adossé à une armée. Ce qui s'est passé avec Toufiq, c'est un recentrage à l'intérieur de l'armée. Et on a tout à fait le régime qu'on a hérité de Boumediene, qui est toujours là, avec des acteurs qui sont à l'extérieur, qui peut-être ont des ambitions, mais le pouvoir est centré sur l'armée. C'est toute l'armée qui est là, qui se recompose. Qu'en sera-t-il pour l'avenir? Ça, c'est une autre question. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous ne trouverez pas des démocrates qui se disent que ce qui s'est passé est un progrès. Ils ne sont pas très sûrs, ce n'est pas certain. Hersen, tu penses, toi, qu'il est en train d'organiser sa succession? Succession contrôlée? Ça c'est dit. Il ne voulait pas partir avant Toufiq, donc il aurait commencé par pousser Toufiq à la porte. Il pourrait considérer que le général
Moi, je ne le pense pas. Ça s'est dit, moi, je pense que Bouteflika veut mourir au pouvoir. Mais avant de partir, il est possible qu'il poursuive cette dynamique-là en continuant à faire partir des généraux qui ont incarné sa période. Évidemment, c'est pas, je suis d'accord avec ce qu'a dit Akram. Il en reste encore. Il en reste encore. Ben Ali, Saïd Bey, qui était là avant. Il y a la moyenne d'âge des chefs de région est supérieure à 70 ans. Mais sur qui il se repose aujourd'hui? Absolument, complètement. Et dont certains lui sont plus fidèles qu'ils sont fidèles à Gaël Salah. Il n'y en a pas beaucoup qui lui sont fidèles, d'ailleurs, à Gaël Salah. Et donc, la question qui se pose, c'est à ce moment-là, bon, on a vu comment ça s'est passé pour le DRS, pour l'état-major, qui à la place de Gaël Salah? C'est une question qui se pose. Qui à sa place? Sinon que de prendre un général qui est aussi âgé que Gaël Salah, ça n'a pas posé problème. Et pourquoi le président se débarrasserait, j'allais dire, entre guillemets, de Gaël Salah? Pourquoi est-ce que Gaël Salah irait à la retraite aujourd'hui, alors qu'il est le socle? Il n'est pas obligé. Effectivement, il n'est pas obligé. Mais bon, la cohabitation avec un général qui a plusieurs fois considéré qu'il était éligible à la présidence de la République, tout comme Zaroual. Gaël Salah, il y a beaucoup de sources qui rapportent, qui considèrent qu'il est tout à fait légitime pour être président. Donc il a pas moins de compétences que d'autres généraux qui ont été à la tête de l'État. Que donc il peut poser problème. Maintenant, il a trouvé quelqu'un qui l'a très bien servi, qui l'a très bien utilisé contre le DRS quand ça a été nécessaire. Il peut continuer à l'utiliser. On peut se poser la même question pour Bachir Tartag, qui était à la retraite et qui est revenu. Combien de temps cette lune de miel va-t-elle durer? Combien de temps Tartag peut-il rester à la tête des services? On peut supposer qu'il va rester jusqu'à atteindre l'âge de Toufiq Médine aujourd'hui. Pourquoi pas? On est dans la logique de restructuration. Hein. On est dans la logique de restructuration. Et ma question va dans ce sens. Le recentrage. Ce qu'a dit Saïd est très précis. C'est un recentrage du pouvoir au sein de l'armée. Mais nous, on a pris l'habitude de dire le DRS et l'armée. Mais le DRS, c'est une partie de l'armée. Une conjoncture exceptionnelle a fait que une partie a pris le pas sur le tout. Aujourd'hui, on revient à la norme. Sauf qu'aujourd'hui, il y a Wikileaks, il y a eu Snowden, il y a l'Internet, il y a un monde qui est totalement nouveau et que dans ce monde nouveau, on ne peut pas avoir un régime centré sur l'armée. Ce n'est pas gérable, ce n'est pas tenable. Il y a des gens au pouvoir qui se font des illusions quand ils pensent qu'ils vont réorganiser les choses autrement et donc garder un petit peu le contrôle de tout ça avec des appareils ou des instruments qui ne seraient pas le DRS, mais je ne sais pas à quoi ils pensent, peut-être la police ou là. Ils imaginent qu'ils peuvent avoir un système de type Ben Ali, par exemple, de type Basri, basé sur la police, pas sur l'armée. Il y a des gens qui le pensent sérieusement. C'est un objectif. Sur quoi ils vont s'appuyer, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils pensent sérieusement à ça, d'autant plus que il y a aussi un petit risque. Il y a des gens qui se disent les lendemains économiques peuvent être difficiles et donc il faut se préparer aussi. Ça va jouer. Si le pétrole ne repart pas, ça va jouer. Alors, Il y a juste pour revenir sur le recentrage autour de l'armée, il y a eu des décrets qui sont passés presque inaperçus dans la période où on a levé l'état d'urgence, la levée de l'état d'urgence, où on a donné de nouveaux prérogatives à l'armée. On se rappelle très bien de nouveaux décrets qui permettaient à l'armée d'intervenir et d'élargir tout ce qui est domaine de la lutte contre la subversion. Alors dans le mot subversion, on peut mettre beaucoup de choses. On peut mettre Abed Sharaf, on peut mettre les jeunes qui se mettent. On peut mettre beaucoup de choses à l'intérieur. Et c'est un décret qui a été pointé par les Ligues des droits de l'homme et des avocats ici. Il n'y a pas eu trop de débats autour de ça. Mais on voit qu'aussi l'armée, elle reprend aussi un rôle de flicaille. Et ça, c'est très dangereux. Ça, c'est quelque chose. C'est pas un peu précipité que c'est ça sur lequel on doit insister. Voilà. Le fait que Toufiq parte, que le DRS est remodelé, ne veut pas dire la disparition de la fonction de la police politique qui contrôle le champ politique, manipule les médias. Ça, on l'a. Il n'y a aucun doute pour moi aujourd'hui qu'on n'est pas dans une posture de sa disparition.
parle d'avenir. La culture de Bouteflika n'est pas celle d'un démocrate, Gaïd Salah n'est pas celle d'un démocrate, et donc on est toujours dans un système où l'objectif, où le regard vis-à-vis de la société est un regard de méfiance, une société qu'il faut contrôler, orienter, de gérer, voilà. Saïd, je dirais même qu'aujourd'hui, moi qui suis très impliqué sur Internet, les premiers indices d'un resserrement d'Internet commencent à émerger. Moi, j'ai le sentiment clair que d'ici 6 mois, 1 année, les réseaux sociaux seront contrôlés techniquement et physiquement et que Internet aura des restrictions. La ministre en a parlé, la ministre des Télécoms en a parlé. On voit des campagnes de presse dans la presse wahhabitophone qui dit maintenant que Internet est en train de représenter un danger pour la morale. Et derrière cette couverture morale, on va resserrer les vis autour des réseaux sociaux. Je voulais, à la question que tu avais posée au début, c'est la question de savoir si la purge allait continuer ou pas. En fait, ça dépend de quelle a été la motivation de ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Si on sait pourquoi Bouteflika, depuis 2 mois, a opéré à tout ce à quoi il a opéré, on peut supposer qu'il va continuer ou pas, à le faire ou pas. Donc la question c'est, est-ce qu'il a agi pour des raisons tactiques, parce qu'il a peur de son entourage? C'est vrai que ça a quand même démarré par le périmètre le plus proche, la sécurité présidentielle, le Haras al-Jumhuri, etc. La dissolution du GIS, etc. Ou est-ce que ce sont des raisons plus structurelles, plus stratégiques, modernisation du service, réintégration dans le corps de l'armée, réduire le poids du DRS sur la vie politique, etc. etc. Et puis la vraie question, c'est en fait la vraie question, c'est est-ce qu'il n'a pas fait tout ça? Est-ce qu'il n'a pas fait tout ça pour réduire le nombre de décideurs de l'après Bouteflika? Parce qu'en fait, c'est ça. Oui. Aujourd'hui, on peut dire, le DRS n'est plus un acteur qui va décider comme il aurait pu le faire il y a 10 ou 15 ans de l'avenir. Mais dans quel objectif, est-ce que tu ça veut dire là, je rejoins Abd Chef sur l'émergence des forces de l'argent. C'est-à-dire que ce serait un transfert, ce serait un affaiblissement de la capacité de décision politique de l'armée au profit, s'il maintient Gaïd Salah. On peut interpréter ça comme étant une poursuite de cet affaiblissement ou pas, selon. Même s'il met Ben Ali. Voilà. Alors, et déplacer cette capacité de décision, ce n'est plus le FLN. Quand Boumediene est décédé, c'est le FLN qui a décidé de Chadli avec l'armée. Mais c'est passé par le canal du FLN, c'est l'armée qui a décidé. Mais c'est passé par le canal du FLN. Aujourd'hui, qui va décider? Et le champ des décideurs, le champ des acteurs qui peuvent décider, aujourd'hui, il est en train de se réduire. Et ça profite aux forces émergentes des années Bouteflika, qui sont un peu celles qu'a décrit Abd Chef. Les prochains mois, je suppose qu'on va aller vers la révision de la Constitution. Étant donné que les choses sont faites maintenant, je pense qu'on va aller vers ça. Oui, la révision de la Constitution qui est retardée de plus en plus par Bouteflika parce qu'il ne veut pas décevoir, lui. Il sait qu'il ne pourra pas apporter de vrais changements structurels. On parle du rôle de l'armée et tout. Il ne touchera à rien. Bouteflika n'est pas là pour réformer. Bouteflika est là pour tirer au maximum, tenir les gens en haleine avec ce pseudo-projet qu'il va proposer. Il va donner des biscuits comme ça aux gens par rapport à Tamazirt, le rôle de la femme en politique, la liberté de la presse, vraiment de la poudre aux yeux, mais pas plus. C'est pas un sujet, c'est pas sérieux. Mais ce qui est important, c'est maintenant comment ça va se configurer. Ce qui a tenu depuis les années 90, le consensus de 90, comme disait Hamrouche, et qui s'est cassé, s'est complètement éclaté après 2004 et aujourd'hui, comment ça va, qui va décider de la succession en fait? Comment la succession va se jouer, comme on a dit la dernière fois? Et les hommes que l'on a entre les mains aujourd'hui au gouvernement, qu'est-ce que va devenir Sellel? Qu'est-ce que va devenir Ouyahia? C'est la grande question. On se rend compte que Sellel et Ouyahia existent finalement. C'est une vraie surprise. Qui ont toujours des officiers traitants de DRS, hein, jusqu'à aujourd'hui, et même après la dissolution des points sensibles. Pardon, j'ai coupé. Oui. Non, c'est tout ce que j'avais à dire. Non, plus sérieusement sur le plan politique, est-ce que vous pensez que cette restructuration va toucher aussi les politiques? Est-ce qu'on peut assister, selon vous, à un remaniement, un remaniement du gouvernement dans quelques jours, dans quelques mois? Ça peut arriver, mais on a la jurisprudence Tartag.
C'est quoi la jurisprudence Tartak? C'est que quand Bouteflika, quand le pouvoir décide de faire un changement, il puise toujours dans le même personnel, il choisit souvent le pire, je l'assume, il choisit toujours le pire, c'est-à-dire quelqu'un qui aurait dû sortir de la scène et qui est ramené parce qu'on sait qu'il est... C'est pas quelqu'un qui va poser des problèmes parce qu'il a de gros soucis, il ne peut pas voyager à l'étranger, etc. Dans le cas du gouvernement, dans le cas de la gestion de la rareté qui est en train de se mettre en place, aujourd'hui, il est de plus en plus plausible, je l'excluais complètement il y a 3 mois, aujourd'hui, il est de plus en plus possible que l'équivalent Tartak dans la gestion de la vie politique et de la vie économique, ce serait Ahmed Yahya. Voilà. Ce qu'on peut retenir aussi dans tout ça, c'est que... Excuse-moi, juste au passage, Ahmed Yahya, le même Ahmed Yahya à qui on avait attribué les services, un homme qui avait été... Non, les solutions, ce ne sont pas des solutions stratégiques de sortie par le haut. On n'est pas dans ce scénario d'essayer de modérer. On aurait pu mettre à la tête du DRS un jeune officier du DRS qui a un peu tourné à l'international, qui a une vision moderne du rôle d'un service de renseignement, etc. C'est pas ce qu'on a choisi. On a ramené un général qui est sulfureux et qui va continuer d'affaiblir le service parce qu'il a le passé qu'il a. Et à la tête du gouvernement, on va peut-être ramener un Premier ministre qui a été pendant plus de 7 ans chef Premier ministre de Bouteflika et qui a un bilan tout aussi miteux. On a mis en lumière à la tête du DRS le général le plus cité par les ONG internationales. C'est une question que je me pose. Est-ce que c'est pas une autre manière d'assassiner le DRS aussi? C'est une piste aussi. Parce que pourquoi on met lui? Pourquoi on n'a pas mis le deuxième qui était sur la liste, qui était Mohamed Bouzid, qui est le patron de la DDSE, le service secret extérieur? Il s'appelle le général Youssef, qui est un technicien, qui est un enfant de la boîte, que tout le monde connaît, enfin, à l'intérieur, etc. On a choisi un peu la thèse du boucher. J'ai pas compris pourquoi on a mis Tartak. Peut-être que ça annonce des jours sombres en termes de répression, tout simplement. C'est-à-dire, nous sommes un pays où le régime gère par l'argent, et quand il n'y en a pas, c'est par le qazzoun. Et on en est là. Donc là, c'est plutôt la matraque qui s'annonce. Il y a autre chose aussi. Il y a une autre information, un autre constat qui passe inaperçu dans la presse, ou du moins qui est traité très très timidement, c'est cette présence policière accrue dans les rues. Moi, je m'excuse, voir 2 policiers habillés en noir ou en bleu foncé avec des kalachnikovs et des gilets pare-balles, je fais l'exercice de peindre leur tenue en vert, et ben ça me donne une autre impression. Il se passe quelque chose, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Alors, moi, ce que je retiens dans tout ça, je vais le dire malgré Souheila Ben Ali, c'est que les inimitiés qu'on retrouve dans ce monde-là, il ne faut pas les percevoir telles que nous, on voit nos rapports avec les autres. Bouteflika a été exclu à la mort de Boumedienne. Lamine Zeroual a été exclu. Il est parti. Tartak a été mis à la retraite. Il a été même un peu sali par une presse qui était un peu proche, une presse à qui on murmurait dans les oreilles, etc. Il revient en force. Donc, le départ de quelqu'un, sa mise à la retraite, ça n'a aucune signification. On est face à un système qui a des besoins opérationnels. Et il prend le meilleur qu'il faut, au moment qu'il faut, du regard de ce pouvoir. Le meilleur. Adlan parlait d'un général qui est brillant technicien, etc. Mais ça, c'est vu à travers les yeux de Adlan, à travers les yeux des autres. Aujourd'hui, qu'est-ce qui était primordial? À mon avis, il y a quelque chose qui a nommé essentiel, qui a joué dans la nomination de Tartak, c'est une garantie. Tout ce qui est ONG, etc., c'est balayé parce qu'il est il est dans les gens qui sont cités par les ONG. Donc c'est une garantie. C'est le meilleur à ce poste-là sur les 15 prochaines années. N'empêche, le départ de tous ces amis, y compris de Général Toufiq, aucun de vous n'a pensé à un moment qu'il aurait pu y avoir un deal pour la reconstruction après, pour la transition après, pour je m'en vais.
c'est fini, on passe à autre chose. Mais il y a le seul qui peut faire un deal, un coup de maître peut-être de Bouteflika. Voilà, j'allais dire un coup de maître, vous n'y croyez pas? Et Bouteflika pourrait à un moment donné se réveiller et se dire, s'il m'arrive quelque chose, c'est quelque chose qui est quand même pas tout à fait farfelu, qu'il lui arrive quelque chose et qu'il puisse plus gérer sa postérité, j'organise des choses de sorte à ce que mon successeur soit visible d'ores et déjà. Je le prépare. Il faudrait qu'il puisse le faire. Il ne s'est pas mis à le faire jusqu'à maintenant. Il s'est occupé à sa réélection. Peut-être qu'il va essayer de le faire dans les mois qui viennent. Peut-être. Mais c'est le seul qui peut l'engager. Ce deal tiendrait un coup de maître C'est méconnaître la nature du système. Le système n'accepte pas que celui qui part participe ou choisit son successeur. C'est le système, à travers son regard et ses intérêts, qui décide du successeur. Et une transition par la voie normale, c'est-à-dire des élections, c'est-à-dire organiser une nouvelle ère ou une transition algérienne. Forcée, parce qu'on est en train de voir une activité des services secrets français et américains qui est claire, ils se sont affichés. C'est peut-être aussi interprétable comme étant une volonté de ces deux pays d'accompagner ou de nous forcer à faire une transition. Parce que l'occurrence des deux visites, parce que la visite, on dit que le chef des services secrets français était là, avait accompagné le chef président du Sénat. Quelques jours avant, le patron des services secrets américains avait fait un passage à Alger. J'ai du mal à croire qu'il n'y ait que ce ne soit qu'une coïncidence. Enfin, je ne sais pas. Moi, j'ai passé un petit moment avec la délégation du Sénat. Si le chef des services de sécurité français pense comme M. Pierre Chevènement, qui a un mot à dire au Sénat au moins, le point de vue de M. Chevènement est quand même assez affolant. Ils vont mieux miser sur la stabilité, parce que les révolutions ont montré dans tous les cas qu'elles ouvraient la porte aux interventions et tout. Voilà. Qui écoute Chevènement? Voilà. Donc non, c'est pour dire que le point de vue français, je suis pas sûr que ce soit celui de la transition. Ça pourrait être encore celui de la continuité, du statu quo. Quand je dis transition, je ne parle pas de transition démocratique. Je parle de transition vers une autre forme de régime. Alors, tu parlais tout à l'heure de la Constitution, la formule, mais celle qui toucherait pas à la présidence de la République, ce serait d'organiser des élections anticipées pour les législatives, avec une Constitution qui donne de vrais pouvoirs à l'Assemblée nationale, d'avoir un vrai Premier ministre qui est responsable devant l'Assemblée nationale et qui dégage un petit peu comme au Maroc le rôle du palais, avec un parti, un PJD qui est supposé être responsable aujourd'hui. Je n'ai pas compris. Tu parles de tes souhaits ou de... Non, je dis la transition aujourd'hui que pourrait engager Bouteflika sans se mettre lui-même en jeu directement pour son départ, ce serait celle-là. Est-ce qu'il serait prêt à la faire? Je suis en train de la lui suggérer. Oui. C'est totalement contre sa culture. Le jour où il est arrivé, la première des choses à dire, qu'est-ce que c'est que cette histoire de chef de gouvernement? Et donc, on le voit mal au bout de dire je réinstaure le chef de gouvernement. Même s'il le fait pour des raisons aujourd'hui fonctionnelles, on délègue un peu plus de pouvoir, mais la réalité... En fait, moi, j'ai toujours eu le sentiment, le jour où Bouteflika a dit je ne veux pas être le 3/4 du président, que sa propre vision est totalement centrée sur le pouvoir de Boumedienne. Le modèle du pouvoir, c'est Boumedienne. Je suis le chef de l'armée, le chef de tout, le leader, et voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, il pense à être arrivé à ça, mais il n'est pas en bonne santé pour le faire. Voilà. Bon, vous l'avez... Voilà, exactement. Enfin, vous avez peut-être perçu un petit peu quand même, un peu d'espoir. On laisse une petite ouverte à s'interroger un petit peu comment les choses peuvent évoluer à l'avenir en bien. Merci de nous avoir suivis. On vous retrouve jeudi prochain. À bientôt. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.